Aujourd'hui, je vais te la faire courte. Je fais une petite intro. C'est un épisode qui sort clairement de ma ligne édito. C'est un épisode que je t'invite à découvrir, qui a été fait dans le cadre d'une très très belle initiative et qui te permettra de découvrir une super asso. Je ne t'en dis pas plus pour garder un peu le suspense, mais bienvenue dans cet épisode interview spécial podcaston. Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode qui est un épisode interview et qui est même un épisode un petit peu spécial qui est réalisé dans le cadre du podcaston. Petite parenthèse rapide, qu'est-ce que c'est le podcaston ? C'est une initiative de podcasteurs pour mettre en lumière des associations à but non lucratif et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui par le biais d'une ancienne membre qui a été très très impliquée dans cette association et qui vit les choses clairement au quotidien. Je reçois aujourd'hui Laetitia. Laetitia, je te laisse te présenter rapidement et ensuite on lancera le sujet. Ça marche. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Je m'appelle Laetitia, je suis la maman de 2 enfants, une fille de 16 ans et un garçon de 11 ans. Et après une vie parisienne, j'habite maintenant en Isère. Et voilà, je vais vous parler de l'association Les Feux Follets aujourd'hui. Tout à fait. Et cette association, elle a pour but d'accompagner en fait les parents et les personnes qui sont concernées par une maladie rare, on peut dire ça, qui est la phénylcétonurie. Et je vais laisser Laetitia vous expliquer son parcours et surtout comment en fait elle en est arrivée à connaître l'association. Et le point de départ, c'est la rencontre avec la maladie. C'est ça. Les maladies rares, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Enfin, je ne savais pas du tout, en fait. Et il y a 11 ans, à la naissance de mon fils, j'ai plongé dedans les pieds joints. Donc, Tom est né avec la phénylcétonurie. C'était un très gros mot. J'ai mis 1 mois à réussir à le prononcer correctement quand il est né. C'est une maladie rare, ça veut dire qu'elle touche très peu de personnes dans le monde. Pour la phényl, on parle d'1 personne sur 16 000 à peu près. Elle est génétique, donc elle est transmise dans le cas de mon fils et de la phényl par les 2 parents. Et ce que j'ai appris depuis 11 ans, c'est que 80% des maladies sont génétiques. Cette maladie, elle concerne le métabolisme. Et donc, on a eu cette chance, en fait, et Tom aussi, qu'il soit né en France à la bonne époque, puisque cette maladie, elle est dépistée à la naissance par le dépistage néonatal qui existe depuis plus de 50 ans maintenant. Il a été mis en place dans les années 72. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir profiter de ce podcaston pour parler de ça, parce que c'était vraiment fondamental, ce dépistage néonatal. Ça permet vraiment de sauver des vies. Et dans le cas de Tom, il a été donc dépisté. Donc à 3 jours de vie, on prélève du sang au talon des bébés et on effectue des tests. À l'époque, en 2013, il y avait 5 maladies dépistées. Aujourd'hui, ça s'est élargi, et tant mieux. Et ça permet de détecter une maladie et de mettre en place un traitement, un régime, dans le cas de la phénylcétonurie, très tôt. Donc, comment ça s'est passé ? Mon fils est né le 22 avril et en mai, on était à l'hôpital. Voilà. Avant, on a eu un appel qui dit qu'il y avait un taux suspect chez Tom et qu'il fallait venir à l'hôpital. Et là, ça a été un peu le monde qui s'est écroulé sous mes pieds parce que Tom avait l'air d'aller très bien. Et on a regardé les maladies dépistées à la naissance et on s'est dit, putain, pourvu que ce soit la phényl. Voilà. Pour dire, tu vois. Donc après, effectivement, dans ces cas-là, on va à l'hôpital, on se voit expliquer la suspicion, puisque ce n'est pas encore un diagnostic. Il y a d'autres tests à effectuer que Tom a subi, du coup. Je dis subi parce que pour moi, en tant que maman, c'était assez violent. C'était des prises de sang. Enfin, avec le recul, maintenant, ça va mieux, tu vois, mais il était tout petit, dans son petit lit à barreaux. Moi, je venais d'être césarisée pour la 2e fois. Et je ne savais pas trop, en fait, de quoi on parlait. Et c'est une espèce de, même encore avec le temps, là, de trou noir. Et donc, il y a un protocole, donc des tests. Et puis, dans le cadre de la phényl, j'expliquerai peut-être un peu plus en détail ce que c'est tout à l'heure. Il y a un test sur un médicament qui s'appelle le Kuvan. Et seulement 30% des patients sont répondeurs. Mais néanmoins, tous les bébés, tous les nouveau-nés sont censés être testés sur ce médicament
à partir du moment où elles sont suspectées d'avoir la phénylcétonurie. Donc, ça suppose de mettre une sonde dans le ventre et de faire descendre le médicament et de continuer à alimenter l'enfant normalement. Voilà. Et le lendemain, après une nuit d'hospitalisation, le résultat et le diagnostic est tombé. Tom avait bien la phénylcétonurie. Donc, ça veut dire quoi? On a eu un cours, d'ailleurs, de glucides, lipides, protéines. On est retourné un peu à l'école. Son corps ne sait pas dégrader les protéines qui sont apportées par l'alimentation. Plus précisément, les acides aminés et la phénylalanine, qui est un acide aminé contenu dans les protéines. En gros, son corps, il ne fait pas le taf. Parce que son père et moi, on est porteurs sains du gène malade. Et Tom avait un risque sur 4 de choper les 2 gènes malades, celui de son père et le mien. Donc, son foie, il est paresseux, il ne fait pas le taf, il n'élimine pas la phénylalanine. Donc, c'est ce qu'on appelle une maladie dite d'intoxication. Comme la phénylalanine n'est pas évacuée de son corps, elle reste dans le corps, elle reste dans le sang. Et schématise, elle remonte au cerveau. Et du coup, en l'absence d'un régime alimentaire strict, cette maladie, elle est grave puisqu'elle entraîne un retard mental et aussi moteur de fait qui est quasiment irréversible s'il n'est pas pris à la naissance. Parce que la phénylalanine empêche du coup les neurones de se développer correctement. Par chance, donc, Tom a été sous régime strict à 10 jours de vie. Ça implique au quotidien et pour toute sa vie depuis sa naissance, donc, aucune protéine animale, donc pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, pas de charcuterie, pas de fromage, aucune protéine végétale, pas de soja, pas de pois chiches, ce qui est souvent l'alternative pour les personnes qui ne veulent pas manger de viande. Et l'apport quand même en quantité pesée de protéines, parce qu'il doit en avoir une toute petite partie, suffisamment pour son bien-être et son développement, mais pas en excès de fait, puisqu'il ne peut pas l'éliminer. Et l'apport aussi calorique. Voilà, donc c'est pas trop, mais suffisamment et couplé avec l'apport calorique. Et ça, c'est tous les jours. Donc ça suppose de peser, de contrôler tout ce qu'il va manger sur la journée. Et comme son alimentation n'est pas classique, il prend une supplémentation en acides aminés qui lui apporte tous les nutriments essentiels nécessaires à son bon développement. Et ça aussi, c'est tous les jours et c'est à vie. Par chance, avec ce régime, aujourd'hui, il va très bien. Il se développe normalement. Donc, alors je vais tutoyer les auditeurs parce que c'est une habitude. Donc, comme tu l'auras compris, c'est une maladie qui est détectée directement à la naissance aujourd'hui avec donc ce fameux test. Que moi, j'ai pu voir sur mes petites nièces, par exemple. Je sais qu'il y a encore malheureusement des parents qui refusent ces tests. Et là, tu nous prouves bien que c'est méga important. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est même primordial. C'est un examen qui est, je pense, beaucoup moins invasif que la fameuse sonde dont tu nous as parlé un petit peu avant pour descendre un médicament dans l'estomac de l'enfant directement. Enfin, ça, je trouve ça plus rude quand même, mais qui peut effectivement sauver des vies. J'ai conscience que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, de se dire on va tester mon enfant. Je pense qu'on a toujours peur de se dire et qu'est-ce qu'ils vont trouver. Et en plus, quand ils trouvent quelque chose, alors là, je pense que le ciel te tombe un peu sur la tête, hein, on va pas se le cacher. Mais comme tu dis, ça a vraiment été quelque chose. Enfin, aujourd'hui, tu le reconnais avec le recul de dire il est né en France, c'est détecté très tôt, il a été pris en charge tout de suite et aujourd'hui, il va très bien. C'est pas une vie comme tous les autres enfants, j'ai envie de dire, au niveau alimentaire, ça, c'est sûr, mais ça va très bien, quoi. Et pourquoi, toi, tu as voulu justement, enfin, là, il y a la découverte de la maladie. On te donne des cours de diététique, on te dit maintenant, il faut tout peser, maintenant, il faut faire comme ça, maintenant, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et comment t'en es venue à connaître, en fait, l'association? Eh ben, c'est une excellente question. Parce qu'effectivement, déjà, quand on te parle de maladies rares, de phénylalanine, phénylcétonurie, de PAR, de protéines, tu te dis, putain, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Tout ce que tu avais comme repère avant, tu te dis, mais oulala, tu fais des doses d'acides aminés tous les jours, tu cuisines effectivement avec ta balance, tu as des parts. Donc, par exemple, Tom doit consommer 17 parts par jour. Là, actuellement, il a 11 ans. Mais les bébés, c'était déjà un peu moins de parts. Mais et là, on te dit, OK, alors il faut que je calcule tout ce qu'il va manger en parts. Une part, c'est 20 mg de phénylalanine. Enfin, tu comptes, en fait. Et dès que tu vas cuisiner, réflexe, tu prends ta balance. C'est quand même pas, tu vois,
c'est pas anodin, quoi. Quand tu as un petit bébé, bon, tu te dis, merde, je pense pas à ça. Et donc, je me suis dit, avant, j'étais pas sur Facebook, tu vois, par exemple. Ouais. C'était un réseau social qui m'intéressait pas. Et en fait, j'ai créé tout de suite un compte parce que je me suis dit, il faut absolument que je fasse des recherches, déjà. J'ai eu des informations par le médecin, l'équipe médicale, qui nous avait fait part aussi de l'association déjà à ce moment-là. Mais moi, j'étais pas encore prête. Au tout début, j'avais besoin de comprendre, de faire des recherches, etc. Et effectivement, donc créer un compte sur Facebook pour rechercher des personnes et me mettre en lien avec des familles, en fait, parce que tu as beau en parler avec ta famille, déjà, c'est l'annonce de la maladie génétique à l'entourage, elle est compliquée parce que tu as une forme d'hérédité. Donc là, tout le monde s'interroge. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et en fait, en demeurant, on s'en fout. Dans ce cadre-là, il y a d'autres règles qui s'appliquent pour les maladies génétiques. Mais pour la phényle, on sait, c'est autosomique récessif, donc c'est les deux parents porteurs sains. En vrai, ça se traite avec un régime alimentaire et il n'y a aucune incidence sur sa vie. Il ne va pas en mourir. Donc, une fois que ces points-là sont posés, ça n'empêche que tu te dis, ben, ok, je sais ça, mais tu as besoin de certitude et tu as besoin de te mettre en lien avec des personnes qui finalement vivent la même chose que toi. Parce que tout le monde a tellement été bouleversé. Donc, tu as un besoin de soutien et de sortir de l'isolement et de parler avec des gens qui comprennent ce que tu vis. Voilà. Donc, ça, c'était une première étape, déjà, la Facebook. Et après, je pense que j'ai expérimenté, écoute, tout ce qu'on peut vivre un petit peu dans le cadre de la maladie rare, puisque quand on dit maladie rare, ça fait un peu comme un gros mot, quoi. Ça fait flipper. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand il a été question que Tom aille en crèche, parce que alors, c'est très personnel, il y a des familles qui choisissent de ne pas du tout mettre l'enfant en collectivité parce qu'ils ont peur, etc. Et ça se respecte. Nous, à l'époque, avec son papa, notre choix, c'était qu'il soit justement très tôt en collectivité pour que lui puisse trouver toutes les ressources pour s'adapter, nous aussi d'ailleurs, et que voilà, ça soit, et que le monde aussi s'ouvre, tu vois, à sa différence. C'était pas que à lui de s'adapter, c'était vraiment une ouverture. Et de toute façon, comme il allait l'avoir toute sa vie, il fallait commencer très tôt. Donc, on a entamé les démarches pour la crèche. Et évidemment, dans toute ma grande franchise, je fais part avant la commission que Tom a une maladie génétique, etc. Mais pas de souci, il y a une équipe médicale disponible à Paris, à Necker, hôpital de renom. Voici le régime, c'est très simple, en demeurant. Enfin voilà, même si ça pour moi, ça a demandé beaucoup de travail d'adaptation, ça nécessitait pas, à mon sens, énormément de mise en place au sein de la structure collective. Et là, coup près, boum, il n'y a pas de place pour vous. En fait, c'était pas possible, parce qu'à l'époque, pour sa sœur à Paris, on n'avait pas eu de place. Enfin bon, théoriquement, on était censé avoir une place. Et en fait, on sollicite un rendez-vous auprès de la mairie. Et là, la mairie nous informe que non, c'est trop compliqué à gérer, ça représente trop de risques, il y a trop d'urgence, etc. Et donc, réflexe, association. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? De vivre ce rejet-là de mon fils qui n'a pas choisi sa maladie. Enfin, merde, tu vois, c'est la grosse injustice, quoi. Donc, je me rapproche de l'association. Et je les remercie vraiment d'avoir été là parce que grâce à eux, déjà, je ne me suis pas sentie isolée et seule. Ouais. Et ils m'ont apporté des réponses concrètes. Ils m'ont dit, mais attendez, stop, pas du tout. Il n'y a absolument aucune raison à ce que votre fils soit exclu de la collectivité. Donc, ça m'a rassurée. Ils nous ont aidés en émettant un courrier à destination de la mairie, en expliquant le régime, en expliquant l'association, le rôle important qu'elle jouait, la maladie, le soutien des équipes médicales, etc. Et ça a été un vrai soulagement pour moi de pouvoir recourir à l'association parce que déjà, ils m'ont répondu tout de suite et on n'était pas seuls, si tu veux. Et je crois que ça, c'est fondamental parce que quand tu mets, voilà, ça te fracasse tout, quoi. La maladie, tu sais pas trop ce que c'est, tu sais pas où tu vas, ça change tout, ça bouleverse ta famille, ton couple. Ma fille est née, voilà, jusqu'à présent, elle était aussi fille unique. Là, il y a un petit frère qui déboule, il y a la maladie en plus. Tu vois, ça pète tout, quoi. Et d'avoir cette présence-là qui est rassurante et qui t'accompagne dans tes démarches, c'est vraiment indispensable. Je pense qu'on ne mesure pas aussi cette importance-là des associations. On le reconnaît une fois qu'on en a eu besoin, mais ça serait bien de le reconnaître de facto, en fait. Parce que même si l'équipe médicale reste disponible, et elle l'a été aussi au cours de notre parcours, l'association, c'est des parents, c'est des gens qui vivent la même chose que toi. Ou de la famille, ou des personnes elles-mêmes concernées, et qui ont cette disponibilité, qui se mettent quand même au service des autres pour dire « Ok, on est là, tu n'es pas seul,
et on va te donner des outils. Et quand tu as la tête dans le guidon avec une nouvelle maladie, un régime où il faut que tu comptes, quand on t'enlève ce poids-là, bah, c'est un vrai cadeau. Non, puis ça permet, tu vois, là, on le sent bien, quand tu dis de ne pas être seule, tu as fait la démarche, en tout cas, le pas a été passé au moment de la mise en crèche de ton fils, parce qu'on t'a dit, bah, en fait, non. Alors qu'il y a des maladies rares qui sont quand même plus, je pense, compliquées à gérer. Là, c'était vraiment un régime alimentaire. Et je pense de faire attention qu'ils ne mangent pas les gâteaux des copains aussi. Enfin, tu vois, certaines petites adaptations, mais qui n'étaient pas, enfin, à mon sens, hein. Après, moi, je suis pas dans le truc, mais à mon sens, qui était quand même pas si compliqué, moins compliqué que d'autres choses, tu vois. Par exemple, un enfant au fauteuil où ça demande d'avoir une structure adaptée, tout ça. Et là, on te refuse. Donc, on te colle une autre baffe, en fait, en gros, dans la tête, en te disant, bah non, ton gamin, il est malade, tu le gardes chez toi et tu te démerdes, quoi. C'est un peu le sous-entendu. C'est même clairement ça, hein, Ouais, vraiment. voilà. Et c'est vrai que ça demande quand même de la part des parents énormément de patience et de pédagogie. Ouais. Ce que tu n'as pas forcément quand tu es parent, parce que toi-même, c'est déjà un tsunami. Mais en fait, ce que j'ai compris et plus assimilé avec le recul, c'est la peur des autres, en fait. C'est de leur propre peur dont ils parlent. Et finalement, tu t'aperçois aussi que en étant... alors ça demande beaucoup de recul et de travail sur soi, hein. Et c'est là aussi d'être accompagné et soutenu par une association ou ta famille qui est fondamentale. C'est que ça te permet de faire ce pas de côté et de te positionner différemment. Au départ, moi, j'étais vraiment dans la colère parce que c'était injuste que mon fils soit rejeté comme ça. Et en fait, j'ai aussi compris, et son papa à l'époque avait dit, mais de toute façon, il va avoir sa maladie toute sa vie. Donc nous, on va rester là dans cette ville. Donc il va aller après à l'école. Donc il va falloir trouver une solution. Ah, maintenant. Et c'était juste, tu vois. Et finalement, on a eu cette écoute-là, à tel point qu'on a pu être enfin, Tom a pu intégrer une autre crèche. Et quand on a fait le rendez-vous, c'est anecdotique, mais j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que ça ouvre vraiment un champ des possibles. Quand on a fait le rendez-vous pour intégrer la crèche, la deuxième, moi, j'étais vraiment en stress. J'avais préparé tous les papiers pour le régime, les papiers de l'association, les Le papiers dossier complet, quoi. ah oui, Vous inquiétez pas, tout va bien. exactement. Et donc, elle commence à m'expliquer le fonctionnement de la crèche, la structure, tout ça. Puis moi, j'étais, excusez-moi, vous savez que Tom a une maladie, que ça? Elle me dit, oui, je sais, c'est pas le souci, on en parlera plus tard. On va d'abord parler de la structure. Et là, si tu veux, la chape de plomb a quitté mes épaules. Je me suis dit, OK, c'est important, mais c'est pas, elle va pas focaliser dessus. Et effectivement, mon fils est super bien intégré dans cet espace. Il avait une référente qui était super chouette, avec laquelle on a pu créer une relation de confiance réciproque, à tel point que quand tu dis tout à l'heure, faut pas que ton fils mange les gâteaux des copains, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Ouais. Mais on avait réussi cette relation de confiance en discutant, et je lui avais dit, en fait, si jamais ça arrive, surtout, dites-le moi. Non pas pour l'engueuler, parce que je savais pertinemment que même nous, ça pouvait nous arriver, en fait. Et effectivement, un jour, elle m'appelle en disant, un peu catastrophée quand même, ils ont mené une expédition, ils étaient tous à quatre pattes. Alors, je les imaginais, tu sais, un peu comme les Razmoquettes, là, cette espèce de dessin animé. Et ils ont mené une expédition et ils sont allés chercher les gâteaux dans le placard. Et Tom avait mangé un mini bout de petits gâteaux comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors, je dis, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Effectivement, dans le cas de sa maladie, s'il en mange un petit peu, c'était pas dramatique. Il n'allait pas lui arriver grand-chose. Et j'ai apprécié ce moment-là, tu vois, qu'elle puisse se sentir libre de m'appeler, de me prévenir. Et moi, lui dire, OK, ça va, ça roule, moi je le sais. Ce soir, je régulerai son régime. Et du coup, ils ont changé les gâteaux de place. C'était très drôle. Ouais, c'est ça. Après, l'assaut t'a permis, là, dans ce premier temps, que ton fils, effectivement, je pense que c'est important que les personnes qui ont des maladies rares, qui ne les empêchent pas d'être en communauté, parce qu'il y a d'autres maladies plus compliquées, c'est un joli choix pour que ton fils, déjà, s'adapte aussi au monde qui l'entoure, voilà, et que, comme tu le dis, les autres s'adaptent aussi. Parce que les maladies rares, là, tu dis 1 sur 16 000, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est pas... avant de te rencontrer, toi, je ne connaissais pas cette maladie. Tu vois, par exemple, c'est le truc tout bête, mais et pourtant, je suis informée sur pas mal de choses. Donc ouais, c'est bien. Et ce côté où ils ont pu t'accompagner justement à placer ton fils, que cette dame a pas hésité à te dire les choses.
comme tu le dis, c'est une question d'équilibre. Après, bon, bah, toi, tu répercutes le soir, tant pis, il aura moins de ça à la place, tu vois. Et de pas être seul. Et je pense que ça, c'est dans les associations, tout asso confondu, j'entends, mais ici, le fait de pas être seul et de pas, c'est pas forcément, je pense, que chercher des informations, c'est aussi dire le jour où j'ai besoin de dire, là, j'en ai plein le dos, pour parler proprement, tu vois, et tu vois, de décharger un peu. Ils sont là aussi pour ce genre de choses, quoi. C'est vrai que l'association Les Feux Follets, elle a été pour moi une deuxième famille. Elle l'est Ouais. toujours. Parce que d'abord, j'ai beaucoup grandi, appris, je me suis enrichie des rencontres que j'ai faites avec les familles et avec les bénévoles. Parce qu'une association, elle tourne avec des bénévoles. Et je garde un souvenir vraiment très ému de notre premier congrès, parce que l'association, c'est ça aussi, c'est pouvoir se rencontrer en vrai. L'association, elle propose des rencontres en région, mais aussi une rencontre annuelle. Tous les ans, il y a un congrès où toutes les familles de France et de Navarre sont invitées à venir se retrouver en un même lieu, se rencontrer entre elles, rencontrer les membres de l'association et aussi, dans le cadre de la FENIL, les équipes médicales qui, pour certaines, se déplacent et les laboratoires, puisque qui dit régime alimentaire dit produits spéciaux aussi. Et on a des laboratoires qui fabriquent ces aliments. Et ce premier congrès, donc est né en avril et c'était en octobre, donc il était tout bébé. Et on arrive et je vois une bande de 4-5 ados là et qui nous accueillent. C'était le conseil des jeunes, donc c'est l'avenir de l'association. Et avec un enthousiasme, une gentillesse, en disant mais c'est qui ce petit bout, tout ça. Et là, je percute qu'ils sont aussi atteints de la phénylcétonurie, tu vois. Et je me dis, putain, mais en fait, mon fils va pouvoir être normal, tu vois. Enfin, c'est con parce qu'on a beau te dire, oui, tout va bien se passer, etc. Tant que tu n'as pas vu, tu sais pas. Enfin, tu as toujours une espèce de doute. Et là, de voir cette bande de jeunes comme ça qui nous accueillent, les bras grands ouverts, ah, vous êtes des jeunes parents et tout ça, venez, vous allez voir, c'est trop cool. Il y a une réalité du régime et de la maladie. Néanmoins, voilà, c'était fun, quoi. On était tous ensemble, on se retrouvait, ils accueillaient tout le monde. Et là, deuxième effet, tu vois, qui se coule, je me dis, waouh, vraiment, je suis pas seule et mon fils va aller bien. Il va ressembler à ça, donc il va faire le con comme n'importe quel adolescent et ça sera génial, tu vois. Et ce week-end passé, c'est une parenthèse tous ensemble parce qu'évidemment, on parle déjà le même langage, encore une fois. On a des informations de la part des équipes médicales parce que malgré tout, la phényl, c'est la première maladie qui était dépistée grâce au dépistage néonatal, donc c'est quand même pas anodin. Et après, d'autres ont suivi. Et même la connaissance de la phényl, elle a évolué. Autrefois, on levait le régime à 5 ans, par exemple. Aujourd'hui, on dit, même comme quand Tom est né en 2013, on disait le régime, on peut l'arrêter à l'âge adulte. Et en fait, aujourd'hui, on dit non, pas du tout. On maintient le régime à vie. Donc, ces informations médicales, elles sont aussi souvent données dans le cadre du congrès, parce qu'en consultation, en one-to-one, c'est pas forcément facile. Là, on a l'Assemblée générale le dimanche matin. C'est l'occasion de ces présentations-là, d'en savoir un peu plus sur la maladie, de sortir aussi un peu la tête du guidon du quotidien, régime, balance, etc., d'avoir une vision un peu plus large de ce qui se passe, parfois en termes de recherche aussi, même si elle est plus lente, en tout cas par rapport à notre temporalité, nous, en tant que parents et ou personnes atteintes. Et voilà, d'échanger aussi avec les diététiciens, les diététiciennes qui ont leur protocole à eux, puis nous, on a la vraie vie aussi, la vraie vie du régime. Tous les jours, tu n'as pas de week-end, pas de vacances, pas de jours fériés avec le régime, tu vois, c'est tout le temps. Et de pouvoir aussi discuter avec tous les membres. Et en fait, finalement, de fil en aiguille, j'ai intégré l'association. Après, c'est un chemin logique, moi je dirais. Tu sais, quand tu t'impliques dans quelque chose et quand on t'a aidé, c'est souvent ça aussi. Quand on t'aide, tu te dis, bon, bah, je vais faire mon bout de chemin, même si c'est pas 20 ans, tu vois, mais je vais faire mon bout de chemin aussi. Je vais à mon tour aider les autres, quoi, à ma façon. C'est ça. J'étais à l'époque, en fait, vraiment, cette maladie, elle a changé toute notre vie. Je bossais dans le livre à l'époque. Et avec la maladie, en fait, j'ai découvert donc le monde des maladies rares et j'ai rencontré des personnes qui pouvaient souffrir au quotidien
et qui, malgré les difficultés et les coups bas parfois, enfin le moral à zéro, les douleurs dans le corps, parfois les morts aussi qui arrivent très, très jeunes pour des personnes et certaines maladies. Un monde vraiment très riche. Et d'avoir vécu aussi l'isolement, le rejet, j'avais besoin de donner du sens à ma vie. Donc tout ça, c'est un petit peu mélangé comme dans un shaker. J'ai quitté l'emploi que j'occupais à l'époque pour reprendre une formation parce que en fait, je voulais donner du sens. Quand je me levais le matin, je me disais, OK, je ne peux pas guérir la maladie de mon fils, mais qu'est-ce que je peux faire? Et tout ça, c'est un peu imbriqué. Donc, j'avais envie de rendre aussi l'appareil. Moi, j'avais été beaucoup aidée par l'association quand j'en ai eu plus besoin. Et je me suis dit que mon expérience pouvait aussi bénéficier à d'autres familles. La chance que j'avais eue de recevoir cette aide, je pouvais aussi, moi, la donner à mon tour. Et partager cette expérience-là, en fait, qui m'a aussi beaucoup fait me remettre en question, notamment sur le rejet et l'injustice. Et donc, voilà, j'ai commencé à m'occuper de la communication à l'asso. Et après, de fil en aiguille, d'un petit peu plus de choses, jusqu'à devenir présidente. Pour les 20 ans de l'asso. Voilà. Ah oui, quand même. Et d'ailleurs, en 2025, les Feux Follets vont fêter leurs 30 ans. 30 ans, c'est chouette ça. Ouais. Et grâce à ces femmes et à ces hommes qui ont donné de leur temps, de leur cœur, beaucoup, parce que l'association, c'est une histoire de cœur avant tout. Les Feux Follets ont un très grand cœur. Et voilà, donc 30 ans aujourd'hui, enfin en 2025 toujours, ça sera en juin précisément. Et plus que jamais, on a besoin d'adhérents, en fait. On a besoin de familles, on a besoin de soutien. Parce que l'association, elle existe pour ses membres, mais aussi par ses adhérents. Et les combats qui ont été menés par les Feux Follets ces 30 dernières années, pour qu'ils puissent continuer pour le bien des familles, vraiment. Et c'est pas que quand on en a besoin. Il y a plein de combats silencieux, entre guillemets, que mène l'association, de réunions importantes où les Feux Follets sont présents parce que représentatifs du nombre de familles adhérentes pour défendre nos droits, ceux de nos enfants pour aujourd'hui et pour demain. Ça reste le monde des maladies rares et des maladies en général quand même un monde de chiffres, de représentation, de nombre de personnes malades, de combien ça coûte à la société. Quand même, parce qu'on a aussi cette chance d'être en France et d'avoir une prise en charge par la sécurité sociale. Oui, mais accessoirement de combien ça rapporte aussi au labo. Oui, c'est l'autre côté de la face. Alors, c'est juste, il y aurait beaucoup de débats à faire à ce sujet. Pour le coup, dans le cadre de la FENIL, moi, j'ai pu observer, en tout cas, que les laboratoires ont quand même une volonté vraiment d'accompagner les familles. Ouais. Il y a eu des projets qui ont été développés grâce au laboratoire. On a eu une application qui s'appelle Affeti, qui permet de calculer l'apport en protéines sur une journée. C'est quand même un outil formidable, parce qu'avant, on avait une espèce de tableaux, des calculettes. Ce qui est très important, hein, mais là, bon, voilà, on est à l'heure du numérique. Voilà, cette application, elle est quand même hyper pratique. Tu l'as sur ton téléphone, tu l'as toujours avec toi. On a développé une vidéo aussi qui explique la phénylcétonurie aux enfants, mais finalement pas que, parce que tu te rends compte que parfois même des adultes ont du mal à comprendre, et c'est OK, hein, c'est pas forcément évident. Le congrès aussi, on peut le faire aussi, cette rencontre avec eux, mais grâce à eux aussi. Donc oui, on peut toujours faire mieux. Là, je ne parle que pour le compte de notre asso, mais on a cette chance d'avoir une implication d'un conseil médical, d'équipe médicale et de laboratoire assez présent qui bénéficie à l'association. Maintenant, cette asso, elle est rien si elle n'a pas d'adhérents. Vraiment. C'est hyper important à transmettre comme message, et pour l'association des Feux Follets, mais pour d'autres associations, en fait. Tu vois. Je pense que c'est aussi, malheureusement, une espèce d'évolution sociétale de consumérisme. Et puis parce qu'on a peut-être la naïveté de croire que comme tout est accessible sur Internet maintenant en titre d'information, on n'a pas besoin de recourir à l'association. Eh bien, oui et non. Oui, effectivement, la toile regorge d'informations, mais la singularité qui fait une association, c'est ça, c'est son ADN, c'est son expérience, c'est son vécu, c'est son historique, c'est tout ce qu'elle connaît de combats qu'elle a menés, tout ce qui a été aussi développé, tout ce qui a évolué.
Et ça, c'est pas la toile qui va te le rendre, c'est le cœur même d'une association. C'est toutes les familles qui en font partie, c'est tous les bénévoles qui sont investis. Et puis qu'ils le vivent au quotidien, comme tu le dis, l'association est donc les Feux Follets sont en relation en permanence avec une équipe médicale, avec voilà, toujours on va dire à la pointe des dernières nouveautés qui peuvent sortir, des dernières informations. Ils les transmettent aux membres, les membres qui eux-mêmes les appliquent, donc les vivent en fait au quotidien et disent bah ça on est ok et ça on a testé finalement c'est pas on sait pas trop, faudrait peut-être remonter l'info. Donc il y a quand même un échange qui fait que entre l'association, les gens peuvent se dire une association, c'est des gens qui n'ont pas les diplômes médicaux, par exemple, si on prend les Feux Follets. Ok, d'accord, c'est des bénévoles comme toi et moi, c'est des adhérents, des gens qui vivent de l'intérieur la chose et d'autres qui ont envie de soutenir la cause et qui ne sont pas du tout concernés dans leur vie, on va dire. Parce qu'il y en a des gens qui donnent, mais à côté de ça, il y a quand même tout le relais qui est derrière, quoi. Et ça, une page internet, et je milite pour ça beaucoup aussi, avoir un esprit critique et chercher des informations sur Doctissimo, s'il vous plaît, arrêtez. Sur Doctissimo, tu dis que tu tousses, t'as le cancer, tu vas mourir, d'accord? J'exagère à peine le trait, mais on est un peu là-dessus, quoi. Donc non, c'est important de se tourner vers des gens qui, pour moi, effectivement, il y a, tu vois, tout ce lien du cœur qui est hyper important parce que les gens ont à cœur de t'aider. C'est pas juste te dire vas-y adhère chez moi et après fais ta vie, on a un site internet quoi, tu vois. Il y a tout ce relais là que effectivement internet ne donnera jamais. 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 Donc adhérer. Voilà. Adhérer. De toute façon, je suis une petite aparté. Il y aura évidemment tous les liens dans la description. Donc je t'invite, toi qui nous écoutes, à aller regarder ce que c'est et à te faire à toi-même ton propre avis aussi, mais au moins à aller checker le site de l'association, en parler autour de toi. Parce que si tu n'es pas concerné directement, peut-être qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui vit ça. Donc c'est là aussi où personnellement cet épisode me tient à cœur, c'est de militer sur des choses dont on parle très peu. Le Téléthon, tout le monde connaît. La Ligue contre le cancer, tout le monde connaît. Non, vraiment, voilà, des choses qui concernent quand même des personnes, quoi. Et qui peut-être un jour te concerneront toi demain, tu le sais pas. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Hello, parce que j'ai appris plein de chiffres aussi. Mais donc, les maladies rares, c'est 1 personne sur 20. Donc, typiquement, dans une classe, tu as une personne qui est concernée directement ou indirectement par une maladie rare, ce qui, au final, représente près de 3 millions de personnes en France. Pas rien, hein? Donc, il y a plus de 7000 maladies rares, maladies génétiques, et on continue à en découvrir de plus en plus parce qu'il y a des progrès sur la recherche. Donc, en fait, finalement, c'est pas si anodin que ça, les maladies rares. Et on ne connaît pas, évidemment, de fait, mais il existe une vraie structuration. Aujourd'hui, on a cette chance aussi, encore une fois, d'être en France. Et la France, elle a mis en place des plans nationaux maladies rares qui ont permis d'améliorer le dépistage, les connaissances et le maillage de prise en charge. Il y a des centres de référence, des centres de compétences, il y a même des filières de santé maladies rares maintenant. Et voilà, effectivement, de pouvoir se dire, tiens, c'est un tableau clinique que je ne connais pas, tiens, c'est des symptômes un peu étranges, le médecin ne connaît pas, ce qui est possible, hein. Il y a plein de médecins qui ne connaissent même pas l'existence des maladies rares en soi. Et c'est normal. Maintenant, c'est de dire, tiens, ça peut être justement une maladie rare. Donc, il y a des associations. Il y a l'Alliance Maladies Rares qui regroupe plein d'associations de patients, qui peut aussi orienter soit les personnes, soit les familles, soit les médecins vers des bons centres de référence et centres de compétences. Maladies Rares Info Service aussi, sur la base de quelques symptômes comme ça qui sortent un peu du commun, dire tiens, ça peut me faire penser à ça, orientez-vous vers tel médecin qui connaît les maladies rares et ou vers tel centre de référence et tel centre de compétences. Et il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a partout en France. Non, effectivement, tu l'as dit au tout début, le mot maladie rare, c'est un gros mot. On imagine des trucs. Alors, comme je te disais, moi, je ne connaissais pas la phénylcétonurie. Je suis concernée, pas moi à titre personnel, mais dans ma famille, par une maladie rare qui arrive à l'âge adulte, qui est une mutation génétique.
tout ce que tu expliquais, que le ciel te tombe sur la tête quand tu le découvres, tu dis « Oh là là !» et j'ai fait l'erreur qu'on fait tous d'aller sur Internet et de voir des choses horribles où je me suis dit « Cette personne de mon entourage va mourir, quoi. » Vraiment, c'est, tu vois, le truc qui te passe par la tête. C'est pour ça que je reconnais largement le fait de dire, quand tu disais « Le web, c'est bien, mais aller vers les assos et tout, mais carrément. » Parce qu'entre-temps, tu découvres des choses. Tu vois, il y a tout ce parcours-là. Donc ici, on vous parle des feux follets pour la phénylcétonurie. Donc si vous êtes concerné, vous savez où aller chercher l'information maintenant. Il n'y a plus besoin de chercher ailleurs. Pour les autres maladies, je ne connais pas tout le monde, d'accord. Mais oui, c'est les progrès. Ça avance et comme tu le dis, les médecins ne sont pas forcément toujours au courant de tout, notamment je vais mettre des guillemets, vous ne me voyez pas, mais les vieux médecins qui sont pas, tu vois, toujours à jour des nouvelles maladies découvertes ou alors des mutations de maladies qui ont été découvertes. Et oui, on a un super maillage, ça c'est vrai, et de plus en plus d'hôpitaux, de plus en plus de spécialistes aussi. Moi, c'est ce que je vois un petit peu, qui se concentrent en fait sur ces maladies que personne ne regarde, parce que ça concerne que peu de personnes, soi-disant. Et aujourd'hui, l'association, toi, tu dis, bon, il y a une partie soutien, tu vois, soutien moral, soutien dans des démarches éventuelles, toute la relation avec le corps médical. Et là, donc, cet asso fête ses 30 ans, c'est quand même beau, fête ses 30 ans. Et c'est quoi, si tu es au courant, sans spoiler, mais un petit peu les derniers projets en cours et les choses sur lesquelles aujourd'hui l'association souhaite avancer? Alors, je ne peux pas rentrer forcément trop dans le détail, Non. mais oui, il y a un combat qui est plus souterrain. Enfin, c'est pas vraiment un combat, mais l'association, elle a un rôle vraiment déterminant sur ces fameux aliments dont je te parlais tout à l'heure, puisque donc dans le cadre de la phénylcétonurie, les personnes ne peuvent pas consommer des pâtes, du riz ou de la farine classique. C'est ce qu'on appelle des aliments spéciaux, les DADDFMS. Des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Voilà, encore un gros mot. Mais c'est donc, en gros, c'est des produits hypoprotidiques sans protéines fabriqués par les laboratoires, plus les acides aminés. Et ces produits, ils sont délivrés par la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris. Et par exemple, typiquement, comme la prise en charge de cette maladie, elle évolue avec le temps. Donc autrefois, on disait, non, on peut lever le régime à 5 ans, puis finalement 10 ans, et puis maintenant, on dit, c'est à vie. Chaque année, il y a entre 30 et 50 naissances concernées par la phényl sur 800 000, un peu moins parce que ça a tendance à baisser les nombres de naissances là, mais néanmoins, ça fait déjà plus de 2000 personnes, grosso modo. Je ne suis pas très précise là sur ce chiffre, mais 2000 personnes atteintes de phénylcétonurie, par exemple. Et ça veut dire 2000 personnes, enfants, adolescents, adultes, qui suivent ce traitement d'aliments hypoprotidiques et de mélange d'acides aminés. Donc, c'est plus en plus de monde. Donc, plus de produits nécessaires. Et une réalité aussi que là où sont stockés ces produits, les entrepôts ne sont pas extensibles. Donc, ça veut dire des produits qui sont déréférencés, qui ne sont plus pris en charge, et d'autres qui sont mis à la place, mais si tu en rentres un, tu peux en sortir deux. Enfin, voilà, c'est une comptabilité assez mécanique de l'espace et du coût. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on a cette chance-là, mais ce n'est pas forcément acquis à vie, quoi. Non. La nécessité d'avoir une association qui est représentative des familles, elle a toute sa place et c'est hyper déterminant d'avoir une association qui va dire à un moment donné, stop, on vous rappelle la réalité, il n'y a pas que des chiffres de surface au sol exploité, voilà ce que ça coûte et ce que ça représente. Derrière, il y a des enfants, derrière des bébés, derrière des familles. Il y a des gens pour qui ce régime-là, il est fondamental. Parce que anecdotique, mais oui, votre enfant, il va très bien. Oui, il va très bien parce qu'il a la chance de bénéficier de ce régime alimentaire. Sans ce régime, il ne serait pas bien. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête, en fait. C'est fondamental. Et l'association, elle est présente auprès des institutions, grâce aux équipes médicales aussi, pour maintenir cette prise en charge correctement, dans de bonnes conditions, pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément. Et quand tu es famille, c'est vrai que c'est loin de ton quotidien où tu as ta balance, tes parts, etc. et que tu équilibres ton régime. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, l'association, elle est en danger parce qu'il n'y a pas assez d'adhérents.
Donc, on n'est pas assez représentatif. Et surtout, les bénévoles qui la maintiennent à bout de bras aujourd'hui sont fatigués. Parce que moi, je l'ai fait 6 ans. Ça demande effectivement beaucoup de disponibilité. Et en même temps, c'est un choix, tu vois. On a cet espace-là où chacun apporte ce qu'il sait faire. Et c'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. Ok, ponctuellement, tu es dispo pour un atelier, propose-toi. C'est pas grave si c'est pas fait sur 3 ans, on s'en fiche, peu importe. Mais on a besoin de toutes les forces vives et des compétences, en fait, qui sont. Tu as des compétences, mets-les au profit de l'association. Même si c'est pour un temps, peu importe. Mais on a besoin de ça. Parce que ça, ça demande beaucoup de temps quand on n'est pas assez nombreux pour faire tout ce qu'il y a à faire quand même. Et mes camarades. Alors moi, j'ai arrêté l'association, mais parce que j'intégrais l'hôpital à l'époque. Donc, les deux postes n'étaient pas compatibles. Mais je sais que mes camarades fatiguent aussi et qu'ils auraient besoin d'avoir du soutien, de la présence, des gens qui se mobilisent pour pouvoir les soulager au quotidien et justement pour pouvoir continuer à faire le congrès, les rencontres, de l'animation sur les réseaux sociaux, la communication sur le site, pour pouvoir se concentrer aussi sur ces dossiers importants, la représentativité pour un maintien des droits acquis, mais peut-être pas pour toujours. Rien n'est jamais vraiment acquis dans la vie. Et ça, c'est aussi par une présence permanente des représentants associatifs que le dialogue avec les institutions peut se maintenir. Parce qu'aujourd'hui, alors à la louche, mais aujourd'hui, ça représente combien de personnes au total, les Feux Follets? Les adhésions, elles baissent d'année en année, tu vois. Ouais, ça, c'est malheureusement toutes les assos. À l'époque FAST, on pouvait avoir 150, 200 adhérents, mais maintenant, ça tend à diminuer. Et une association, elle est représentative de fait à partir du moment où elle représente un grand nombre de familles. Donc, c'est là où je pense que le message serait important de passer, c'est que même si on estime ne pas en avoir besoin aujourd'hui, on pourrait en avoir besoin un jour. Et par altruisme et par solidarité, je pense que c'est important de se dire, ok, même si j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, typiquement, moi, je pourrais me dire, voilà, mon fils, il est au collège, ça roule pour lui, j'arrête d'adhérer à l'association. Non, je continue à adhérer, même si je fais plus autant de rencontres qu'avant, parce que je pense que c'est important de rester représenté et d'apporter mon soutien à l'association, aux bénévoles qui donnent de leur temps et d'énergie, et pour les remercier de ce qu'ils ont fait, pour moi et pour tant d'autres familles, et de ce qu'ils continuent à faire. Et ça, je pense que ça serait vraiment chouette que les gens prennent conscience de ça. Non, puis comme tu le dis, soutenir une asso, ça peut... si tu bosses 60 heures par semaine, effectivement, faire du bénévolat devient un peu plus compliqué, mais ne serait-ce qu'une adhésion, ça permet énormément de choses aux associations parce que tu te dis que ton adhésion solo, c'est pas grand-chose, mais s'il y en a une vingtaine comme ça représente quand même une somme et ça permet de, pourquoi pas, prendre quelques heures pour justement accompagner les bénévoles sur des choses. Ça permet de payer l'hébergement du site web parce qu'il y a des trucs comme ça. Si aujourd'hui le site existe et si le site est toujours disponible, c'est parce que l'hébergement est payé. Donc souvent, j'ai entendu, et je l'ai entendu dans ma propre asso, que les adhésions servaient, tu sais, quand on fait des animations ou des ateliers, justement, à payer les croissants et machin. Oui, effectivement, c'est pris sur le budget de l'asso. Mais croyez-moi que la plupart des associations sérieuses ne se servent pas de l'argent pour leur compte personnel. Okay, c'est vraiment pour maintenir en place ce qui est déjà et pour continuer, je mets des guillemets, le combat, quoi. De dire, voilà, il faut qu'on... Je sais pas, je suppose que le siège est sur Paris, à côté des hôpitaux de Paris, ou pas du tout? Non, la raison sociale est à Lille maintenant. Ok. Mais par exemple, de Lille, si tu as un congrès à Paris, l'association prend en charge, je pense, les billets de train ou autres. Voilà. Donc, vos adhésions, les adhésions permettent ça. Permettent aussi, quand on donne du temps, de soulager, comme tu le dis, les bénévoles actuels, et puis de rajeunir l'équipe, et puis de continuer, quoi. Je trouve que c'est la moindre des choses que quand tu es bénévole au sein d'une association, de voir ton billet de train qui est remboursé ou pris en charge, tu vois, parce que tu donnes déjà du temps, des compétences pour lesquelles tu n'es pas payé. Être bénévole dans une association, c'est faire appel à des ressources, à des compétences qui seraient payantes dans le monde du travail. Oui.
Enfin, je veux dire, quand je vois le temps passé par tous les bénévoles qui sont dans les associations, les compétences apportées, la professionnalisation que ça demande dans le cadre d'une maladie génétique aussi. Enfin, je veux dire, moi-même, j'ai énormément appris ces 10 dernières années. Tous les acronymes, les sigles et tout ça, je connaissais que dalle. Le maillage de l'hôpital en France, j'y connaissais rien. Je veux dire, on acquiert quand même des compétences assez fortes qu'on met au service du bien commun, qu'on met au service du collectif. Donc, ça me semble juste la base quand même que d'avoir ton billet de train qui est remboursé, tu vois. Et après, oui, il y a quand même de l'argent investi dans des projets qui bénéficient aux familles. Voilà. Mais il y a une réalité où aujourd'hui, ça coûte de l'argent, quoi. C'est ça, hein, ça coûte de l'argent. Bon, il y a la logistique, hein, là on vient de parler du site internet, mais les déplacements, le fait de peut-être mettre en place des choses avec des laboratoires pour des analyses et tout, il y a peut-être des dossiers à payer, des juristes. Enfin, tu vois, on peut imaginer énormément de choses. Je ne connais pas en interne ce qui est fait, mais les adhésions permettent déjà ça. C'est ça. Et puis, un congrès comme nous, on l'organise, moi je l'organise plus maintenant, mais c'est énormément de travail. Quand tu as une famille qui débarque dans un lieu, il faut gérer les logements, il faut gérer les repas, parce qu'on propose des repas non hypoprotidiques, mais des repas hypoprotidiques. Donc, ça veut dire faire un menu, voir avec l'équipe qui accueille le congrès comment il prépare, passer les commandes auprès des laboratoires, définir un planning pour l'assemblée générale, convier les équipes médicales, convier les diététiciens, convier les labos. Enfin, c'est énormément de travail. C'est de la gestion d'événements. Et ça, c'est gratis. C'est pris sur ton temps. Ton temps. Effectivement. En plus de ton temps de famille. Enfin, voilà, moi, quand j'y étais, j'étais présidente, je pouvais me coucher à 1h du matin ou minuit très régulièrement, tu vois. Après, c'était un choix. Moi, j'ai adoré vivre ça. J'ai adoré faire ça. C'était vraiment très personnel. Mais voilà, je mangeais feu follet, je vivais feu follet, je dormais feu follet. Enfin, je faisais tout feu follet, tu vois. Mais encore une fois, c'était un choix. Et j'ai tellement eu de chance d'avoir fait ces rencontres, d'avoir pu apprendre. Voilà, on se partage des astuces avec les mamans. Enfin, voilà, pour moi, c'est cadeau, vraiment. Est-ce que tu penses, question subsidiaire, est-ce que tu penses que demain, ton fils, alors aujourd'hui, tu gères encore pas mal l'alimentation et tout, mais tu lui apprends quand même au fur et à mesure, on est bien d'accord. Est-ce que tu penses que demain, ton fils sera lui-même potentiellement bénévole au Faux Follet, que lui-même va parler de tout ça autour de lui? Alors, je pense que oui, parce que ses copains doivent lui poser des questions. Et pourquoi tu manges pas comme nous? Et qu'est-ce qui se passe? Et tu vois. Alors, en vrai, mon fils, aujourd'hui, non, pas tant. Parce que peut-être parce il est jeune encore. Jeune. Mais sa sœur, oui, sa sœur a 16 ans. Et en réalité, par exemple, quand on parle du congrès, c'est elle qui est le plus enthousiaste, tu vois. Ouais. Elle, depuis toujours, en fait. Elle adore y aller. Elle s'intéresse énormément à la maladie. Elle a déjà fait au moins 4 exposés en classe sur la phénylcétonurie. Je pense qu'effectivement, le fait que moi, je me sois impliquée pendant toutes ces années l'a portée aussi, tu vois. Elle s'est beaucoup intéressée aux maladies rares, au dépistage néonatal. Enfin, elle est au taquet, quoi. Et elle veut s'investir dans le conseil des jeunes. Donc, je pense que ce serait plus elle aujourd'hui qui investirait et qui reconnaît la valeur et l'importance de l'association. Tom, voilà. Erin, oui. Tom, pour l'instant, il s'en fout un peu. Mais bon, je ne sais pas si c'est générationnel ou peut-être qu'avec le recul dans le temps. Ouais, peut-être qu'il prendra confiance. Et pour ça, il faut que l'association continue d'exister. Donc, tout à fait. Je croise les doigts. Mais ils reprendront peut-être le flambeau différemment aussi. Peut-être que ça nécessite ça aussi, tu vois. C'est une réflexion qu'on avait avec des bénévoles. C'est que peut-être aussi que ce format-là associatif nécessiterait d'évoluer. Comment, je ne sais pas bien. Je n'ai pas de réponse à ce jour. Mais peut-être que c'est cette nouvelle génération-là qui nous apportera un nouveau mode de fonctionnement un peu différent, mais qui permettra de maintenir cette représentativité qui est fondamentale, enfin, vraiment, notamment dans la maladie. Et si tu avais un mot de la fin, moi j'en ai un, mais je vais attendre le tien, qu'on ne se répète pas. Parce que un mot de la fin sur l'asso, sur cette maladie, sur ce que tu veux.
Alors, j'ai pas vraiment de mots, mais à titre anecdotique, je vais essayer de faire court, mais quand j'étais encore présidente, on faisait des réunions de conseil d'administration. Et un jour à Paris, on a eu la chance de rencontrer, lors de ce week-end de conseil d'administration, le docteur qui a permis l'élargissement du test de Guthrie. Et en fait, c'est sa fille qui est venue taper à la porte en disant « Mais vous êtes les feux follets pour la phénylcétonurie ?» Oui, oui. En fait, mon papa a mis en place au niveau, grâce au laboratoire privé Evian à l'époque, le test de Guthrie. Et c'est lui qui a milité pour que le test de Guthrie soit expérimenté dans les maternités à Evian, en lieu et place des kits de couture. Tu vois. Et j'ai vécu vraiment plein d'histoires magnifiques et riches au Feu Follet. Et celle-ci est celle qui m'a marqué le plus. Et parce que, en fait, il suffit d'une personne qui fasse le maillage avec une autre personne et encore une autre pour que des transformations absolument magnifiques se passent. Et je pense que c'est peut-être sous cet angle-là ce que m'a appris les Feux Follets. C'est qu'il suffit d'une personne, une adhésion, une présence, un coup de main, un appel, un message, pour que vraiment le maillage se fasse tout seul et que cette solidarité, cette présence, la vie en fait, tout simplement, elle continue et elle puisse être belle, tu vois. Donc, ouais, je les rencontre et s'ouvrir, même si ça paraît être un défi, un challenge, quelque chose qui reste à accepter. C'est un chemin assez particulier et personnel, je crois, la maladie, de soi, la sienne ou celle de son enfant. Mais de voir un peu sous quel angle différent on peut regarder les choses et plutôt que de subir, qu'est-ce que ça nous apporte de positif, d'enrichissant, quelles ressources ça nous permet d'aller chercher à l'intérieur de soi en fait pour transformer cette expérience qui peut être subie au départ en quelque chose qui nous rend différent, plus beau, plus fort, plus généreux aussi, et plus riche, surtout des rencontres qu'on peut faire. Et dont la tienne d'ailleurs, tu vois. Ah oui, sur les réseaux, regardez. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots qui sont empreints d'émotion et d'humanité. Moi, j'aime les gens comme ça. Donc, ouais, non, moi, je souhaitais quand même faire le rappel aux personnes qui vont nous écouter. Donc oui, cet épisode, elle fait dans le cadre du podcaston. Oui, il sort clairement de ma ligne éditoriale habituelle, mais pour les gens qui me connaissent, ils savent que je n'aime pas faire toujours la même chose, donc c'est pas un problème pour moi. Si c'en est un pour toi, bah écoute, je suis désolée, change de chaîne. Enfin, une fois que tu as fini l'épisode, hein, pas avant. Non, vraiment, ce fameux test de Guthrie, déjà, on va refaire le point là-dessus. Faites-le faire à vos enfants. Je crois qu'il n'est pas obligatoire, les parents ont le droit de le refuser. Ouais. Sérieux, refusez pas parce que là, on parle spécifiquement de la phénylcétonurie, mais il y a beaucoup d'autres maladies qui sont détectées via ce test. Ça fait peur. Je peux l'entendre que ça fasse peur, mais ça sauve des vies. Ça sauve des vies, ça permet une prise en charge. Je ne vais pas dire que ça guérit des maladies, parce que malheureusement, certaines maladies ne se guérissent pas, mais on vit avec, comme dans le cadre ici. Si jamais vous êtes dans le cas où vous connaissez quelqu'un, ou votre enfant, ou alors si c'est vous, adulte, normalement, vous savez ce que vous avez, mais un enfant ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui découvre cette maladie, orientez-le autour de cette association. Il y a des gens pour vous soutenir, il y a des gens pour vous aider, pour vous écouter. Investissez-vous aussi. Donc pour ça, allez bien dans la légende, allez voir le site des Feux Follets, mais ici on parle de cet asso. Si cet asso ne vous parle pas, il y en a d'autres, mais aujourd'hui on parle des Feux Follets. Et remettons un peu d'humain au milieu de tout ça quand même. Hein. C'est ça. Je te remercie, Laetitia, d'être intervenue pour cet épisode spécial. Moi, je suis ravie de l'avoir fait avec toi. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta curiosité aussi, et ton écoute, et cette transmission-là, et pour tout ce que tu fais. Merci. Et je vais te souhaiter à toi, cher auditeur, auditrice, la majeure partie du temps, une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Et n'hésite pas à dire dans les commentaires, parce que
mon cerveau vient de faire pop et que je me dis que ce genre d'épisode, en dehors du podcaston, moi, ça me dérangerait pas aussi de mettre en lumière d'autres assos ou d'autres sujets un petit peu qui pourraient aider les gens. Donc, si ça t'a plu, mets-moi un petit commentaire en ce sens et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.